Le forêt de l'électricien Marcus Silva s'arrêta brusquement quand il heurta quelque chose de métallique derrière le mur du garage. Il fronça les sourcils, éteignit la perceuse et approcha la lampe torche du trou qu'il avait fait. « Pasteur Henrik, êtes-vous sûr qu'il n'y a rien d'installé là derrière ?» Marcus cria à l'homme de 65 ans qui observait nerveusement de l'autre côté du garage. Le pasteur déglutit difficilement. « Non, pas que je me souvienne. » Marcus agrandit le trou avec ses mains, retirant des morceaux de cloison sèche. Sa lampe torche illumina quelque chose qui le fit reculer instinctivement, une plaque d'immatriculation bleue et blanche, partiellement visible derrière le faux mur. « JKL 4829 » murmura-t-il, lisant les numéros à voix haute. Le pasteur Henrik pâlit. C'étaient les mêmes numéros qu'il avait mémorisés 14 ans auparavant. Le lundi matin 15 mars 1995 commença comme n'importe quel autre dans la paisible ville de Santa Isabel do Pará. Le soleil se levait paresseusement sur les maisons simples du quartier Son José, où l'église baptiste Espérance se dressait modestement parmi les résidences de classe moyenne inférieure. Marcus Silva, électricien de 34 ans, gara son combi jaune devant le temple à 7h30 du matin. Il avait été engagé par le pasteur Henrique Cardoso pour installer de nouveaux points électriques dans le garage annexé à l'église, un projet que le leader religieux remettait à plus tard depuis des mois. « Bonjour, pasteur Henrik. » Marcus salua l'homme mince de 65 ans qui l'attendait au portail. Le pasteur portait sa traditionnelle chemise blanche et son pantalon noir élégant, mais Marcus remarqua que ses mains tremblaient légèrement en ouvrant le cadenas. « Bonjour, Marcus. Merci beaucoup d'être venu si tôt, » répondit le pasteur, évitant le contact visuel direct. « Le garage est ici à côté. Comme je l'ai dit au téléphone, j'ai besoin d'au moins 6 nouvelles prises pour les équipements sonores de l'église. » Marcus suivit le pasteur par un petit couloir qui reliait le bâtiment principal au garage. L'environnement était sombre, avec une odeur de moisissure et d'humidité accumulée. Quand le pasteur alluma la lumière fluorescente, Marcus observa l'espace. Environ 40 mètres carrés, avec des murs en maçonnerie peints en blanc, quelques taches d'humidité au plafond et des piles d'objets couverts de bâches poussiéreuses. « Depuis combien de temps n'utilisez-vous pas ce garage ?» Marcus demanda, remarquant l'épaisse couche de poussière au sol. « Ah, environ 2 ou 3 ans, » le pasteur Henrik répondit rapidement. « Je l'utilise principalement pour stocker les décorations de Noël et les anciens équipements de l'église. » Marcus commença à examiner les murs, testant avec un détecteur de métaux portable pour localiser le câblage existant. Il travailla méthodiquement, marquant les points idéaux pour les nouvelles installations électriques. Tout se déroulait normalement jusqu'à ce que, vers 10h15, son forêt heurte quelque chose d'inattendu. « Que c'est étrange !» murmura Marcus, éteignant la perceuse. En plus de 15 ans de profession, il connaissait bien les sons et résistances de différents matériaux. Ce n'était pas du béton, du bois ou un tuyau. C'était quelque chose de métallique, plat et étendu. « Un problème ?» le pasteur Henrik demanda, s'approchant avec une expression tendue. « Il semble qu'il y ait quelque chose de métallique là derrière, » Marcus expliqua, agrandissant le trou avec ses mains. « Peut-être un ancien conduit ou... » Sa voix se tut quand la lampe torche illumina partiellement une surface bleue métallique. Le cœur de Marcus s'accéléra. Ce n'était pas un conduit. C'était la carrosserie d'un véhicule. « Pasteur, êtes-vous sûr qu'il n'y a rien d'installé là derrière ?» Marcus répéta, sa voix chargée de suspicion croissante. Le pasteur Henrik resta silencieux pendant un long moment, observant Marcus agrandir le trou dans le mur. Quand l'électricien réussit à mieux illuminer l'intérieur, tous deux virent clairement. C'était le côté arrière d'une automobile, et dans la partie inférieure, partiellement visible, se trouvait une plaque bleue et blanche de l'état du Pará. JKL 4829. Marcus lut à voix haute. Le pasteur Henrik sentit ses jambes faiblir. Ces numéros étaient gravés dans sa mémoire depuis 14 ans. C'étaient ceux de la plaque de la Ford Escort bleue de la famille Ribeiro. Antonio, Maria Clara et leurs 2 enfants, Raphaël et Béatrice, qui avaient mystérieusement disparu en juillet 1981. « Je dois appeler la police », Marcus dit, sortant son téléphone portable de sa poche. « Non !» Le pasteur Henrik s'exclama plus fort qu'il ne l'avait prévu. « C'est-à-dire, peut-être vaut-il mieux vérifier d'abord si c'est vraiment une voiture. Ça pourrait être juste de la ferraille, du matériel de construction. » Marcus regarda directement dans les yeux du pasteur pour la première fois ce matin-là et n'aima pas ce qu'il vit. Nervosité,
sueur excessive sur le front, mains tremblantes. C'étaient des signes qu'il reconnaissait depuis qu'il aidait la police comme expert informel dans des cas de fraude d'assurance automobile. Avec tout le respect, pasteur Henrik, mais je dois faire ce qui est juste. S'il y a une voiture murée ici dedans, cela doit être enquêté. Marcus composa le 190, pendant que le pasteur observait en silence, les mains entrelacées dans le dos, murmurant ce qui semblait être des prières désespérées. La famille Ribeiro était excitée ce dimanche matin. 12 juillet 1981. Antonio Ribeiro, comptable de 38 ans, ajustait sa cravate bleu marine en observant sa femme Maria Clara, 35 ans, peigner les longs cheveux châtains de Béatrice, 8 ans. « Papa, puis-je apporter mon petit ours à l'église ?» demanda Raphaël, 6 ans, tenant un petit ours en peluche marron. « Bien sûr, mon fils. Mais tu dois rester silencieux pendant le culte, » Antonio répondit, arrangeant le nœud papillon du garçon. La famille fréquentait l'église baptiste Espérance depuis 3 ans, depuis qu'ils avaient déménagé à Santa Isabel do Pará. Antonio avait obtenu un emploi à la mairie comme comptable en chef et Maria Clara travaillait comme institutrice à l'école municipale. Ils étaient respectés dans la communauté, connus pour leur ponctualité, leur dévotion religieuse et l'éducation exemplaire qu'ils donnaient à leurs enfants. Ce matin spécifique, le pasteur Henrik avait annoncé une programmation spéciale après le culte, un pique-nique pour les familles dans la ferme d'un membre de la congrégation, située à environ 30 km de la ville. Antonio et Maria Clara s'étaient offerts pour aider au transport d'autres membres qui ne possédaient pas de véhicule. « Chers frères, » le pasteur Henrik annonça de la chair après la prière finale, « j'aimerais rappeler que le frère Antonio et la sœur Maria Clara se sont gentiment offerts pour emmener le frère Josué et sa femme à la ferme du frère Sébastien. Que Dieu les bénisse pour cette générosité. » La congrégation applaudit. Josué Santos, un homme de 45 ans récemment arrivé en ville, avait commencé à fréquenter l'église seulement 2 mois auparavant. Il était silencieux, réservé, disait travailler dans la vente, mais personne ne savait exactement ce qu'il vendait ou pour qui. Après le culte, les familles s'organisèrent dans le parking de l'église. La Ford Escort bleue d'Antonio était garée à l'ombre d'un manguier. C'était la fierté de la famille, achetée d'occasion mais en excellent état, avec seulement 45 000 kilomètres. « Frère Antonio, merci beaucoup pour le transport, » dit Josué, s'approchant avec une femme mince à l'apparence nerveuse. « Voici ma femme, Lourdes. »« C'est un plaisir d'aider, » Antonio répondit, serrant la main de Josué. « Nous avons largement la place. Les enfants sont petits. » Maria Clara remarqua quelque chose d'étrange chez la femme de Josué. La femme évitait le contact visuel, gardait la tête baissée et répondait aux tentatives de conversation par des monosyllabes. Elle semblait effrayée. Mais Maria Clara l'attribua à la timidité naturelle. Le convoi de voitures quitta l'église vers 13h30. Le pasteur Henrique allait devant avec sa Brasilia blanche, suivi de 3 autres véhicules. La Ford Escort d'Antonio fermait la marche transportant la famille Ribeiro et le couple Josué et Lourdes. La ferme du frère Sébastien se trouvait sur un chemin de terre, entouré de forêts denses et de petits ruisseaux. C'était un endroit parfait pour un pique-nique familial. Elle avait une maison simple, un puits artésien, quelques arbres fruitiers et beaucoup d'espace pour que les enfants jouent. Les familles arrivèrent vers 14h15 et commencèrent immédiatement à organiser le pique-nique. Les femmes étendirent des nappes sous les arbres, pendant que les hommes organisaient les chaises et commencèrent à préparer un barbecue improvisé. Les enfants couraient librement, jouant à cache-cache et à attrape-moi. Pendant tout l'après-midi, le pasteur Henrik observa discrètement Josué et sa femme. Il y avait quelque chose chez cet homme qui le dérangeait, mais il ne parvenait pas à identifier quoi. Peut-être était-ce la façon dont il observait les autres familles, comme s'il les étudiait. Ou peut-être était-ce la manière dont sa femme restait toujours à au moins 3 mètres de distance de lui. Vers 17h, quand le soleil commençait à décliner, le pasteur Henrik remarqua que Josué avait disparu. Il le chercha dans la ferme, mais ne le trouva pas. « Frère Sébastien, » le pasteur appela le propriétaire de la ferme, « avez-vous vu le frère Josué ?»« Maintenant que vous en parlez, pasteur, je l'ai vu marcher vers la forêt il y a environ 20 minutes. J'ai pensé qu'il allait faire ses besoins. » Le pasteur Henrik sentit un froid dans l'estomac. Il marcha jusqu'à où était Lourdes, assise seule sur une chaise en plastique, observant les enfants jouer. « Sœur Lourdes,
Où est votre mari » La femme leva les yeux pour la première fois de la journée, et le pasteur Henrique vit une pure terreur dans son visage. Il a dit qu'il devait régler quelque chose, murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Quel genre de chose? Lourdes regarda nerveusement autour d'elle, comme si elle craignait d'être entendue. Pasteur, chuchota-t-elle, je dois vous parler, en privé. C'est à propos de mon mari. Il n'est pas qui il dit être. Avant que le pasteur Henrique puisse répondre, des cris résonnèrent de la forêt. C'étaient des cris de terreur, venant de la direction où Josué avait disparu. Tous au pique-nique s'arrêtèrent et se tournèrent vers la forêt. « Antonio !» C'était la voix de Maria Clara désespérée. « Antonio, aide-moi !» Le pasteur Henrique et d'autres hommes coururent vers les cris. À environ 200 mètres dans la forêt, ils trouvèrent une scène troublante. Maria Clara était au sol, le visage ensanglanté, essayant de protéger Raphaël et Béatrice, qui pleuraient désespérément. Antonio était tombé à quelques mètres, inconscient, avec une blessure à la tête. « Que s'est-il passé ?» Le pasteur Henrique cria, s'agenouillant à côté de Maria Clara. « C'était Josué, sanglota-t-elle. Il nous a suivis jusqu'ici. Il a dit qu'il avait besoin de notre voiture. Antonio a essayé de l'en empêcher et il a frappé Antonio à la tête avec une pierre. » Les autres hommes aidèrent à porter Antonio de retour à la ferme pendant que le pasteur Henrique consolait Maria Clara et les enfants. Quand ils arrivèrent à la zone du pique-nique, ils découvrirent que Lourdes avait aussi disparu. « Où est la Ford Escort ?» Quelqu'un cria. Tous se tournèrent vers l'endroit où les voitures étaient garées. La Ford Escort bleue n'était plus là. « Il a pris notre voiture », Maria Clara pleura. « Et les clés de la maison étaient dans la boîte à gants. Mon Dieu, qu'allons-nous faire ?» Le pasteur Henrique prit l'initiative d'organiser les secours. Sébastien avait un téléphone fixe à la maison et il appela la police de Santa Isabel do Pará. Il organisa aussi le transport de la famille Ribeiro de retour en ville dans la voiture d'un autre membre de l'Église. Antonio reprit connaissance pendant le voyage, mais était désorienté et avait une légère commotion cérébrale. À l'hôpital, il confirma la version de Maria Clara. Josué les avait attaqués dans la forêt, volé la voiture et s'était enfui avec sa femme. La police de Santa Isabel do Pará, dirigée par le commissaire Carlos Mendoza, commença immédiatement une enquête. Ils découvrirent que Josué Santos était un faux nom. Il n'y avait aucun dossier de lui nulle part. Sa femme, Lourdes, semblait aussi ne pas exister officiellement. Il est probable qu'ils soient des criminels d'autres États. Le commissaire Mendoza expliqua au pasteur Henrique et à la famille Ribeiro le lendemain. Ils ont utilisé l'église pour s'infiltrer dans la communauté et identifier des cibles. La voiture doit être déjà loin d'ici. Des affiches avec la description de la Ford Escort bleue, plaque JKL 48C29, furent distribuées dans toute la région. La description de Josué fut transmise au commissariat des États voisins. Mais les semaines passèrent sans aucune piste. La famille Ribeiro resta profondément ébranlée. Antonio développa de l'insomnie et des crises d'angoisse. Maria Clara commença à avoir des cauchemars constants. Les enfants, traumatisés, arrêtèrent de jouer normalement et devinrent renfermés. « Pasteur Henrique », Antonio dit dans une conversation privée 2 semaines après l'incident, « je pense à déménager. Maria Clara n'arrive plus à dormir en paix. Et les enfants, ils ont peur de sortir de la maison. Je comprends parfaitement, frère Antonio, mais êtes-vous sûr que c'est la meilleure décision? L'Église est votre famille. Nous allons vous aider à surmonter cela. » Antonio secoua tristement la tête. « Merci, pasteur. Mais chaque fois que nous regardons l'église, nous nous souvenons de ce qui s'est passé. Je dois emmener ma famille dans un endroit où ils peuvent se sentir en sécurité à nouveau. » En août 1981, exactement 1 mois après l'agression, la famille Ribeiro déménagea de Santa Isabel do Pará. Antonio avait réussi à obtenir un transfert pour travailler à la mairie de Belém. Ils vendirent la maison rapidement à un prix en dessous du marché, anxieux de recommencer ailleurs. Le caporal Roberto Nascimento, 28 ans, reçut l'appel du central à 10h47. « Caporal Roberto, nous avons une occurrence étrange à l'église Baptiste Espérance, rue des Fleurs, 245. Un électricien a trouvé ce qui semble être un véhicule muré dans un garage. » Roberto soupira. Les cas étranges étaient de sa spécialité non officielle au commissariat de Santa Isabel do Pará,
Étant l'un des rares policiers avec un diplôme universitaire complet, diplômé en droit de l'UFPA, il était souvent assigné à des occurrences qui exigeaient plus d'enquête que d'action. En route, Roberto répondit, mettant son képi et ajustant son étui. Quand Roberto arriva à l'église Baptiste Espérance, il trouva Marcus Silva qui attendait sur le trottoir, fumant nerveusement une cigarette. L'électricien expliqua rapidement la situation, montrant le trou dans le mur du garage et pointant vers la plaque partiellement visible. JKL 4829, Roberto nota dans son carnet. Et le pasteur, où est-il? Il a dit qu'il allait chercher une clé spéciale pour mieux ouvrir le garage, Marcus répondit. Mais ça fait plus d'1 heure. Je trouve étrange qu'il prenne autant de temps. Roberto marcha jusqu'au trou dans le mur et illumina l'intérieur avec sa lampe torche officielle. Il n'y avait aucun doute. C'était le côté d'une automobile, probablement une berline de taille moyenne, couleur bleue. Et la plaque était vraie, pas une imitation ou une plaisanterie. « Avez-vous un outil plus lourd ?» Roberto demanda à Marcus. « Je dois agrandir ce trou pour mieux voir. »« J'ai un petit marteau dans le combi. » Ensemble, ils agrandirent soigneusement l'ouverture dans le mur. Avec chaque morceau de cloison sèche qu'ils retiraient, plus de détails du véhicule devenaient visibles. C'était définitivement une Ford Escort bleue, modèle probablement de la fin des années 70 ou début des années 80. « Caporal Roberto, » Marcus dit, s'arrêtant de travailler un moment, « je connais cette plaque. » Roberto leva la tête, intéressé. « Comment ça ?»« Ma famille vivait ici en 1981. J'avais 20 ans à l'époque. Je me souviens d'affiches distribuées dans la ville à la recherche d'une Ford Escort bleue avec cette plaque exacte. Une famille avait été agressée et la voiture volée. » L'estomac de Roberto se contracta. Si Marcus avait raison, ce n'était pas juste une voiture abandonnée, c'était la preuve d'un crime qui s'était produit 14 ans auparavant. « Vous souvenez-vous du nom de la famille ?» Marcus se gratta la tête, se concentrant. « Ribeiro, je crois. Oui, famille Ribeiro. Le père travaillait à la mairie, comptable ou quelque chose comme ça. Ils ont déménagé peu après l'agression. » Roberto sentit qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de beaucoup plus grand qu'il n'avait imaginé initialement. Il décida d'agrandir encore plus le trou dans le mur, cette fois en se concentrant sur la partie avant du véhicule. Quand il réussit à illuminer le pare-brise, Roberto recula instinctivement. Il y avait quelque chose sur le siège du conducteur, quelque chose qui semblait être « Marcus, j'ai besoin que vous sortiez du garage maintenant. » Roberto dit d'une voix ferme, « Et ne laissez personne entrer ici. » « Pourquoi? Qu'avez-vous vu? Faites juste ce que je vous demande. Je vais appeler des renforts. » Roberto sortit du garage et appela immédiatement le commissariat. « Centrale, ici le caporal Roberto. J'ai besoin du commissaire Mendoza à l'église Baptiste Espérance, de toute urgence. Et appelez l'IML. Nous avons un possible homicide. » En attendant les renforts, Roberto décida de chercher le pasteur Henrique. L'homme avait disparu au moment exact où la voiture fut découverte, ce qui n'était pas une coïncidence favorable pour lui. « Marcus, savez-vous où vit le pasteur ?»« Oui, dans la rue derrière l'église. Maison jaune avec portail vert. » Roberto marcha 2 pâtés de maison jusqu'à trouver la maison décrite. C'était une résidence simple, bien entretenue, avec un petit jardin devant. Il frappa à la porte, mais personne ne répondit. Il contourna la maison et trouva la porte arrière ouverte. « Pasteur Henrique ?» Roberto appela, entrant prudemment. « Police, je dois vous parler. » La maison était silencieuse. Roberto parcourut méthodiquement les pièces. Salon, cuisine, 2 chambres, une salle de bain. Tout organisé, propre, mais avec des signes que quelqu'un était sorti rapidement. Dans la pièce qui semblait être utilisée comme bureau, Roberto trouva quelque chose de troublant. Une boîte en carton ouverte au sol, avec des documents éparpillés autour. C'étaient des coupures de journaux, toutes liées à des disparitions et crimes non résolus de la région. Une des coupures attira son attention. C'était de juillet 1981 du journal local. Famille subite une agression pendant pique-nique de l'église, voiture Ford Escort bleue volée. Roberto lut rapidement l'article. La famille Ribeiro, Antonio, Maria Clara, Raphaël et Béatrice, avait été attaquée par un homme appelé Josué Santos pendant un pique-nique organisé par l'église Baptiste Espérance. L'homme avait volé la Ford Escort bleue de la famille et s'était enfui avec une femme identifiée seulement comme Lourdes. « Intéressant, » Roberto murmura. Le pasteur Henrique avait gardé la coupure pendant 14 ans. Pourquoi?
Continuant à examiner les papiers, Roberto trouva quelque chose d'encore plus troublant. Une liste manuscrite avec des noms et adresses. Il reconnut quelques noms. C'étaient des familles qui avaient déménagé de Santa Isabel do Pará au fil des années. À côté de chaque nom, il y avait des annotations sur problèmes résolus ou transferts nécessaires. Le nom de la famille Ribeiro était en haut de la liste, avec une annotation à côté. Août 1981. Problème résolu définitivement. Roberto sentit un frisson. Il commençait à soupçonner que le pasteur Henrique savait beaucoup plus sur la disparition de la famille Ribeiro qu'il n'avait admis 14 ans auparavant. Le son des sirènes qui approchaient le ramena à la réalité. Roberto mit quelques-uns des documents les plus pertinents dans sa poche et sortit de la maison, fermant la porte derrière lui. Quand il revint à l'église, il trouva le commissaire Carlos Mendoza, le même qui avait enquêté sur l'affaire originale en 1981, examinant la voiture dans le garage. Mendoza avait 52 ans maintenant, cheveux grisonnants, mais maintenait encore la posture imposante. « Roberto », Mendoza le salua, « racontez-moi tout ce que vous avez découvert. » Roberto rapporta toute la séquence d'événements, de l'appel initial à son enquête dans la maison du pasteur. Quand il mentionna les documents qu'il avait trouvés, Mendoza fronça les sourcils. « Avez-vous ces papiers avec vous ?» Roberto remit les coupures et la liste de noms. Mendoza examina tout soigneusement, son expression devenant de plus en plus sérieuse. « Roberto, je me souviens parfaitement de cette affaire. Ce fut une des premières enquêtes que j'ai menées comme commissaire titulaire. À l'époque, nous avons cru que Josué Santos était un criminel extérieur qui avait utilisé l'Église pour identifier des cibles. Et maintenant ? Maintenant, je commence à soupçonner que peut-être Josué Santos n'a jamais existé. » Mendoza marcha jusqu'à la voiture dans le garage, illuminant à nouveau l'intérieur. « Roberto, avez-vous vu ce qu'il y a sur le siège du conducteur ? J'ai vu quelque chose, mais je n'ai pas pu l'identifier clairement. Ce sont des os humains, et par leur taille et position, je dirais qu'ils sont d'au moins 2 personnes, peut-être plus. » Roberto sentit son estomac se retourner. « Toute la famille ? C'est très probable. Nous aurons besoin d'une équipe complète de l'IML pour retirer la voiture et examiner adéquatement les restes mortels. » Le médecin légiste arriva vers 14h30, suivi d'une équipe technique avec équipement spécialisé. Dr Fernando Azevedo, légiste depuis 20 ans, examina préliminairement le véhicule sans le bouger. « Commissaire Mendoza, Dr Azevedo dit après son analyse initiale, « Je peux confirmer qu'il y a des restes mortels d'au moins 4 personnes à l'intérieur de ce véhicule. Par la taille des os, je dirais que ce sont 2 adultes et 2 enfants. »« Famille complète, » Roberto murmura. « Exact. Et il y a quelque chose de plus troublant. Par les modèles de décomposition et la position des corps, ces personnes ne sont pas mortes dans un accident ou un meurtre rapide. Elles ont été placées dans la voiture encore vivante et laissées mourir. » Le silence qui suivit ne fut brisé que par le bruit des équipements techniques étant préparés. Roberto sentit une colère croissante s'emparer de lui. Si ses soupçons étaient corrects, le pasteur Henrique avait assassiné une famille entière et puis menti à la communauté pendant 14 ans, feignant d'être un homme de Dieu. « Docteur Azevedo, » Mendoza demanda, « combien de temps avez-vous besoin pour retirer les corps et traiter la scène ?»« Au moins 6 heures de travail minutieux. Je ne peux pas simplement sortir la voiture du mur. Je dois documenter la position de chaque os, collecter des preuves, vérifier s'il y a d'autres matériaux pertinents. »« Parfait. Roberto, vous coordonnez la protection de la scène. Je vais organiser la recherche du pasteur Henrique. » Pendant que l'équipe technique travaillait, Roberto profita pour interviewer Marcus Silva plus en détail. L'électricien confirma que le pasteur Henrique avait semblé extrêmement nerveux depuis le moment où il était arrivé ce matin-là. « Caporal Roberto, » Marcus dit, « il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné avant. Quand j'ai commencé à agrandir le trou dans le mur, le pasteur Henrique m'a offert de l'argent pour arrêter le travail. »« Combien d'argent ?»« 500 réais. Il a dit qu'il avait changé d'avis sur l'installation électrique et qu'il me paierait le montant total même sans faire le travail. » Roberto nota cette information. C'était une autre preuve du comportement suspect du pasteur. Vers 16h, Mendoza revint avec des nouvelles troublantes. « Roberto, nous avons réussi à localiser le pasteur Henrique. Il a été trouvé mort dans sa maison il y a 1 heure. » « Mort ? Comment ?»« Suicide apparent. Pendaison.
Il a laissé une lettre confessant tout. Roberto sentit un mélange de soulagement et de frustration. Soulagement parce que l'affaire avait été résolue rapidement. Frustration parce qu'il ne pourrait pas interroger le pasteur pour comprendre complètement ses motivations. « Puis-je voir la lettre ?» Mendoza tendit une feuille de papier manuscrite. L'écriture était tremblante, clairement écrite par quelqu'un dans un état émotionnel extrême. « Je ne peux plus vivre avec le poids de ce que j'ai fait. En juillet 1981, j'ai assassiné la famille Ribeiro, Antonio, Maria Clara, Raphaël et Béatrice. J'ai inventé l'histoire sur Josué Santos pour couvrir mon crime. J'ai muré la voiture dans le garage de l'église pour cacher les corps. Pendant 14 ans, j'ai prêché sur l'amour et le pardon tout en cachant le plus grand péché que quelqu'un puisse commettre. Que Dieu me pardonne, car je ne peux pas me pardonner moi-même. Pasteur Enrique Cardozo. Roberto lut la lettre 2 fois. Quelque chose ne s'emboîtait pas encore complètement. Commissaire, la lettre n'explique pas le motif. Pourquoi aurait-il tué une famille entière? Peut-être ne le saurons-nous jamais avec certitude, mais j'ai une théorie basée sur ce que nous avons trouvé dans sa maison. Mendoza montra un dossier qu'il avait retiré de la maison du pasteur. Il contenait des documents financiers de l'Église des 15 dernières années et les chiffres révélaient une histoire troublante. Roberto, il semble que le pasteur Henrique détournait l'argent de l'Église depuis des décennies. De petites sommes au début, mais qui augmentaient progressivement. En 1981, le détournement atteignait déjà des milliers de réais par mois. Et la famille Ribeiro l'a découvert? Antonio Ribeiro était comptable de la mairie, mais faisait aussi des travaux supplémentaires. Nous avons trouvé dans la maison du pasteur une correspondance montrant qu'Antonio avait été engagé pour faire un audit informel des finances de l'Église. Roberto commença à comprendre. Antonio a découvert le système et a confronté le pasteur. Exactement. Et le pasteur Henrique, désespéré de protéger sa réputation et sa position, a décidé d'éliminer la seule personne qui connaissait ses crimes financiers. Mais pourquoi tuer toute la famille? Parce qu'ils étaient tous ensemble au pique-nique quand la discussion a eu lieu. Maria Clara et les enfants ont été témoins de tout. Il n'a pas eu le choix, de son point de vue, que d'éliminer tous les témoins. L'équipe de l'IML travailla jusqu'à 22h pour retirer soigneusement tous les restes mortels de la Ford Escort. Dr Azevedo confirma qu'il s'agissait de 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, et que tous étaient morts par asphyxie, probablement enfermés dans la voiture et laissés mourir. C'est une mort horrible, Dr Azevedo expliqua à Roberto et Mendoza. Ils ont dû survivre plusieurs heures, peut-être même des jours avant de succomber au manque d'air. Roberto sentit la nausée en imaginant la terreur que la famille Ribeiro avait dû expérimenter dans ces derniers moments. 4 personnes innocentes, incluant 2 enfants, mortes par cupidité et lâcheté. « Commissaire, » Roberto demanda, « comment allons-nous procéder maintenant? Le pasteur est mort, mais nous devons donner des explications à la communauté. »« Nous allons le faire de la bonne manière, » Mendoza répondit, rangeant les documents dans un dossier officiel. « D'abord, nous allons contacter les autorités de Belém pour localiser les parents de la famille Ribeiro. Ils méritent de savoir la vérité et d'avoir des funérailles dignes pour leurs êtres chers. Et l'Église? L'Église aura besoin d'un nouveau pasteur. Mais avant cela, nous allons faire une enquête complète des finances. Si le pasteur Henrique a volé l'argent de la congrégation pendant 14 ans, les membres ont le droit de savoir. » Le lendemain matin, 16 mars 1995, la nouvelle du meurtre de la famille Ribeiro se répandit dans Santa Isabel do Pará comme un feu de brousse. L'église Baptiste-Espérance fut scellée par la police, et de nombreux membres de la congrégation se rassemblèrent devant le temple, pleurant et priant. Donna Sebastiana, 78 ans, qui fréquentait l'église depuis 30 ans, résuma le sentiment de la communauté. Le pasteur Henrique a baptisé mes petits-enfants, a présidé le mariage de ma fille, nous a consolés dans les moments difficiles. Comment un homme peut-il faire tant de bien et tant de mal en même temps? Roberto passa les jours suivants à aider dans l'enquête complémentaire. Ils découvrirent que le pasteur Henrique avait détourné plus de 200 000 réais de l'église au fil des ans, argent qui aurait dû être utilisé pour des rénovations, des programmes sociaux et l'aide aux nécessiteux. Le plus ironique, Roberto commenta à Mendoza, c'est que s'il avait simplement confessé le vol en 1981, il aurait probablement perdu son emploi, mais ne serait pas allé en prison. L'Église aurait même pu pardonner. Mais il a choisi de tuer 4 personnes innocentes
pour cacher sa cupidité. Le 22 mars, une semaine après la découverte, la famille Ribeiro reçut finalement les funérailles qu'elle méritait. Des parents de Belém voyagèrent jusqu'à Santa Isabel do Pará avec des centaines de personnes de la communauté qui voulaient rendre leurs derniers hommages. Maria dos Santos, cousine de Maria Clara, parla aux funérailles. C'étaient des gens bons, qui croyaient au meilleur des gens. Ils n'ont jamais imaginé que quelqu'un en qui ils avaient tant confiance pourrait les trahir de manière si cruelle. Le petit cimetière municipal de Santa Isabel do Pará reçut 4 nouvelles tombes côte à côte. Les pierres tombales simples portèrent les noms Antonio Ribeiro, Maria Clara Ribeiro, Rafael Ribeiro et Beatriz Ribeiro, suivis de l'inscription « Famille unie dans la vie et dans l'éternité, 1981-1995 ». Pendant les funérailles, Roberto observa Marcus Silva s'approcher des tombes avec un bouquet de fleurs blanches. L'électricien était resté profondément ébranlé d'avoir été l'instrument de la découverte de la vérité. « Caporal Roberto », Marcus dit, « je continue à penser. Si je n'avais pas fait ce trou dans le mur, il serait resté caché pour toujours. Marcus, vous avez fait ce qui était juste. Parfois la vérité prend du temps à apparaître, mais elle trouve toujours un moyen. » L'église Baptiste Espérance resta fermée pendant 3 mois. Quand elle rouvrit finalement, sous la direction d'un nouveau pasteur venu de Belém, une plaque commémorative fut installée dans le jardin devant le temple. En mémoire de la famille Ribeiro, Antonio, Maria Clara, Rafael et Beatriz, qui furent victimes d'un crime terrible en juillet 1981. Que leur vie serve de rappel que nous devons toujours chercher la vérité, la justice et le pardon. Cette Église s'engage à honorer leur mémoire par des actions d'amour et de service à la communauté. Roberto fut promu sergent 3 mois plus tard, en reconnaissance de sa conduite exemplaire de l'affaire. Il continua à servir à Santa Isabel do Pará, devenant une référence dans les enquêtes complexes. La Ford Escort bleue fut détruite après l'achèvement de tous les examens d'expertise. Mais sa découverte avait changé à jamais la vie de beaucoup de personnes. Elle apporta une conclusion aux parents de la famille Ribeiro, une justice tardive pour les victimes et une leçon dure mais nécessaire pour toute la communauté. Marcus Silva ne put jamais plus travailler dans les églises. Chaque fois qu'il voyait un temple religieux, il se souvenait de ce qu'il avait découvert ce matin de mars. Mais il savait aussi qu'il avait fait ce qui était juste et que 4 personnes innocentes avaient finalement trouvé la paix. Dans les archives du commissariat de Santa Isabel do Pará, l'affaire de la famille Ribeiro fut officiellement fermée en mai 1995. Mais son histoire devint une légende locale, un rappel que même dans les endroits où nous nous y attendons le moins, le mal peut se cacher pendant des années, jusqu'à ce que quelqu'un d'assez courageux décide de faire ce qui est juste. Le commissaire Mendoza, peu avant de prendre sa retraite en 1997, avait l'habitude de dire aux nouveaux policiers « Cette affaire m'a enseigné que nous ne devons jamais accepter les choses pour ce qu'elles semblent être. La vérité peut être cachée derrière le mur le plus ordinaire, attendant seulement que quelqu'un ait le courage de faire le bon trou au bon endroit. » Et ainsi, 14 ans après leur disparition, la famille Ribeiro reposa finalement en paix, et Santa Isabel do Pará apprit que la justice, même quand elle tarde, trouve toujours son chemin.